Et si ouvrir les réserves stratégiques n'était pas un signe de force, mais le dernier aveu d'impuissance? Imaginez la scène. Lundi matin, 8h30, l'aube à peine levée sur la côte est des États-Unis. Pas de conférence de presse, pas d'annonce tonitruante. En catimini, les plus grandes économies du monde se réunissent en urgence. Vendredi encore, la position américaine était limpide. On ne touche pas au stock stratégique, c'est la règle. Et puis, en moins de 48 heures, tout bascule. Pourquoi? Parce que le prix du pétrole a flambé de 25% en une nuit à peine. Les marchés paniquent, la bourse de Tokyo, le Nikkei, s'effondre de 5% en une séance. Séoul, Hong Kong, même scénario, des milliards qui s'évaporent en quelques heures. Ce n'est pas une simple correction de marché, c'est un séisme. Et soudain, ceux qui, vendredi, juraient que jamais ils ne toucheraient à ces réserves, décident de les ouvrir. Les États-Unis, l'Europe, le Japon, tous ensemble, sans précédent depuis des décennies. Ce geste, censé rassurer, ressemble étrangement à une ultime tentative de garder la tête hors de l'eau. Mais que cache cette décision prise à la hâte et dans le secret? Ceux qui se souviennent de l'embargo pétrolier de 1973, des files d'attente interminables devant les stations, du silence des usines à l'arrêt, savent que l'Occident avait alors construit tout un modèle de sécurité énergétique, créé un filet de sécurité, ces fameuses réserves, pour ne jamais revivre un tel chaos. Pendant 50 ans, cette architecture a tenu. Mais aujourd'hui, la voilà fissurée. On présente l'ouverture des réserves comme un outil de maîtrise, une manœuvre technique pour stabiliser les prix. Mais en réalité, c'est l'aveu qu'on ne contrôle plus rien. Et à chaque nouvelle crise, on puise un peu plus dans ce stock, repoussant le problème à plus tard, en espérant que la tempête passera d'elle-même. Mais que se passera-t-il la prochaine fois, si ce filet de sécurité disparaît? Une flambée incontrôlable des prix, une paralysie de l'économie, le pouvoir politique mis à nu. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir à la naissance même des réserves stratégiques et à la raison pour laquelle elles avaient été créées. C'est en regardant en arrière qu'on saisit l'enjeu du basculement qui s'opère aujourd'hui. Les réserves stratégiques de pétrole n'existent pas pour calmer les marchés. Elles sont là pour survivre à l'impensable, pour garantir notre survie énergétique en cas de vrai cataclysme. Pourtant, aujourd'hui, on a tendance à l'oublier. Pour comprendre pourquoi ces stocks ont été créés et ce qu'ils étaient censés protéger, il faut revenir à un moment clé, l'année 1973. À cette époque, le monde bascule. À cause d'un embargo de l'OPEP, le pétrole arrête de couler vers l'Occident. Les États-Unis, l'Europe, le Japon, tout le monde est à genoux. Les stations-service sont à sec, les files d'attente s'allongent, l'économie ralentit. Personne n'avait vraiment anticipé ce scénario où, du jour au lendemain, le robinet se ferme, non pas parce que le pétrole est trop cher, mais parce qu'il n'y en a tout simplement plus. C'est dans ce contexte de panique que naît l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, en 1974. Son rôle? Organiser une réponse collective à la vulnérabilité commune de ses membres. Et sa règle d'or est limpide. Chaque pays membre doit constituer une réserve stratégique équivalente à au moins 90 jours de ses importations nettes de pétrole. Pas pour jouer avec les prix, mais pour être prêt à affronter une vraie rupture d'approvisionnement. Le principe fondateur, c'est que ces réserves ne doivent servir qu'en cas de grave crise physique, quand il n'y a plus assez de pétrole dans les tuyaux pour faire tourner l'économie. Pas parce qu'il est trop cher, pas pour apaiser les marchés ou rassurer les électeurs à quelques semaines d'une élection, mais bien comme dernier rempart, lorsque tout le reste a échoué. Prenons un exemple concret. Aux États-Unis, une partie du pétrole stratégique est stockée dans d'immenses cavernes creusées dans le sel, en Louisiane et au Texas. Ce sont des citernes naturelles, enterrées à des centaines de mètres sous terre, capables d'engloutir des centaines de millions de barils. C'est une infrastructure colossale, pensée pour résister à toutes les tempêtes, littéralement. On parle ici d'un bunker énergétique, à n'utiliser qu'en cas d'urgence vitale, à la manière d'un extincteur derrière une vitre,
En cas de crise, briser la glace. Il y a donc une frontière à ne jamais franchir. Ne pas confondre ultime recours et outil politique. Car dès qu'on détourne cette réserve de son objectif initial, on s'expose à de lourdes conséquences. En l'utilisant pour gérer une simple fluctuation de prix, on prend le risque de se retrouver démuni lors d'un vrai choc, celui qui dépasse de loin la volatilité des marchés. En oubliant cette vocation, on affaiblit la sécurité énergétique du pays et on met en jeu non seulement la stabilité économique et le coût de la vie, mais aussi la souveraineté politique. Et c'est là tout le paradoxe. À force de s'éloigner du principe fondateur, on rend nos économies plus vulnérables, sans filet de sécurité. Mais alors, qu'est-il advenu de cette discipline? Pourquoi ce principe initial s'est-il effrité, au point de disparaître presque complètement? Quand la politique s'invite dans la sécurité énergétique, les réserves deviennent un outil électoral, et la vulnérabilité augmente. Regardons d'abord ce qui s'est passé en 2022. L'administration Biden, face à une envolée spectaculaire des prix du pétrole et à une inflation galopante, décide de puiser massivement dans la réserve stratégique. 180 millions de barils injectés sur le marché juste avant les élections de mi-mandat. L'objectif? Soulager la pompe à essence, calmer les esprits et, il faut bien le dire, espérer un coup de pouce dans les urnes. Effet immédiat. Un léger répit sur les prix. Mais le soulagement est aussi éphémère que superficiel. Quelques semaines plus tard, les marchés repartent à la hausse et la réserve américaine se retrouve à son plus bas niveau depuis près de 40 ans. Évidemment, cette manœuvre n'est pas passée inaperçue. Donald Trump, jamais avare en critique, dénonce alors l'usage politique de ce « trésor national ». Il accuse Biden de sacrifier la sécurité de demain pour des gains électoraux aujourd'hui, de brader le stock stratégique comme s'il s'agissait d'un simple outil de gestion de prix. Pourtant, à peine confronté à une flambée des prix, Trump finira par prendre exactement la même décision. Lors d'une crise au Moyen-Orient, il convoque dans l'urgence ses conseillers pour autoriser la libération de dizaines de millions de barils. Même logique, même geste, seul le prétexte change. On voit ici un mécanisme qui se répète. À chaque choc sur les marchés, à chaque tension politique majeure, la tentation est trop forte d'ouvrir le robinet stratégique. Peu importe que l'on ait vilipendé ce choix chez l'adversaire ou chez le prédécesseur. Quand le prix à la pompe grimpe, quand l'opinion vacille et que l'inflation menace, la physique politique prime sur la cohérence stratégique. Les principes s'effacent devant l'urgence. Mais regardons les chiffres en face. Même les plus grandes libérations, celles qui font les gros titres, ne représentent, à l'échelle mondiale, que quelques jours de consommation. Prenons un exemple concret. Le plan de Biden, 180 millions de barils. C'est impressionnant. Jusqu'à ce qu'on se rappelle que la planète engloutit plus de 100 millions de barils par jour. L'ensemble des réserves stratégiques des pays de l'Agence internationale de l'énergie, soigneusement accumulées depuis 50 ans, équivaut à 12 petits jours de consommation mondiale. Les ouvertures massives, comme en 2022 ou lors des crises précédentes, ne couvrent que 3 à 4 jours. C'est comme vouloir éteindre un incendie de forêt avec un arrosoir de jardin. Symbolique, peut-être rassurant, mais largement insuffisant. Pire encore, l'opération est structurellement perdante sur le plan économique. On vend le pétrole des réserves quand les prix sont bas, pour tenter de les faire baisser encore, mais il faudra les reconstituer, souvent plus tard, à des prix plus élevés. Résultat, on brade la sécurité d'aujourd'hui pour devoir la racheter plus cher demain. Si un trader privé osait une telle opération, on l'accuserait de grave imprudence. Quand ce sont les États, on appelle ça gestion de crise. Et pourtant, à force d'utiliser ce mécanisme pour gérer les soubresauts de court terme, on vide progressivement le filet de sécurité. On expose son pays à de futurs chocs sans munitions. La vraie question n'est donc plus seulement celle du prix du baril aujourd'hui, mais du risque immense qu'on prend pour demain. Car si une crise d'approvisionnement majeure survient alors que les réserves sont à sec, il n'y aura plus de plan B. Mais cette fuite en avant n'est-elle pas déjà démontrée inefficace par l'histoire récente? L'histoire du pétrole, c'est la répétition d'un même scénario, dont l'issue devient chaque fois plus risquée. À chaque crise, les gouvernements ouvrent les vannes des réserves stratégiques, espérant calmer la tempête.
Mais ce geste, présenté comme une réponse de bon sens, ne fait qu'apporter une accalmie passagère. Regardons les faits. En 2005, après le passage de l'ouragan Katrina qui a ravagé les infrastructures pétrolières du golfe du Mexique, les États-Unis et leurs alliés puisent massivement dans leurs stocks. Résultat ? Les prix du baril baissent, quelques jours, quelques semaines tout au plus. Puis ils repartent à la hausse. Même scénario en 2011, pendant la guerre civile en Libye. 60 millions de barils libérés, une baisse de courte durée, puis retour à la case départ. Le record, c'est 2022, la plus grande ouverture coordonnée de l'histoire, poussée par la crise ukrainienne et la flambée des prix. 260 millions de barils injectés sur le marché, dont 180 millions rien que par les États-Unis. On espérait un choc salvateur. Il n'a fait que retarder l'inévitable. Les prix sont redescendus, puis remontés, et aujourd'hui, les réserves sont au plus bas. Pourquoi ce schéma se répète-t-il, inlassablement ? Parce qu'ouvrir les réserves, c'est comme utiliser un arrosoir sur un incendie de forêt. On agit sur les symptômes, jamais sur la cause. Or, la cause, elle est structurelle. La demande mondiale ne faiblit pas, l'offre reste contrainte, et les tensions géopolitiques ne diminuent pas. À chaque ponction, on épuise un peu plus ce qui devait être notre filet de sécurité. Il y a aussi une logique implacable derrière tout ça. Chaque ouverture réduit la marge de manœuvre. Plus on puise, moins il reste de barils en réserve. Et plus il sera difficile, voire coûteux, de reconstituer ces stocks. Imaginez, si une nouvelle crise éclate demain et qu'on décide, une fois de plus, de puiser dans les réserves, il ne restera que de quoi tenir 8 jours de consommation mondiale. 8 jours. Après quoi, le filet de sécurité aura disparu, laissant les économies totalement exposées au premier choc venu. Et la situation est d'autant plus grave que 3 phénomènes se conjuguent. D'abord, l'épuisement progressif des réserves, donc une protection de plus en plus théorique. Ensuite, le sous-investissement chronique dans la production pétrolière mondiale. Face aux incertitudes, aux objectifs climatiques et aux sanctions, les grands acteurs investissent moins, ce qui limite la capacité de répondre à la demande. Enfin, les sanctions géopolitiques, notamment contre la Russie ou l'Iran, restreignent encore plus l'offre disponible sur le marché international. Dans cette partie de bras de fer planétaire, il y a des perdants évidents. L'Europe, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde. Ces grands importateurs, déjà fragilisés par la hausse des prix, voient leur industrie, leur transport et même leur pouvoir d'achat menacés. Ce sont aussi les consommateurs et les entreprises qui se retrouvent à payer l'addition, à travers des factures d'énergie alourdies et une compétitivité affaiblie. Mais il y a aussi des gagnants. Les producteurs du Moyen-Orient, qui profitent de chaque dollar supplémentaire sur le baril pour remplir leurs fonds souverains, investir massivement partout, du football européen aux nouvelles technologies. Et la Russie, dont on pensait limiter les revenus avec le plafonnement du prix de son pétrole. Résultat ? Quand on fixe un plafond à 60 $, mais que le marché paie 120, c'est un échec cuisant. 2 chiffres suffisent à résumer le décalage entre l'intention politique et la réalité du marché. Au final, plus on touche à ces réserves pour stabiliser le marché, plus on s'approche d'un point de non-retour, celui où il n'y a plus rien à puiser et où chaque nouvelle crise risque de devenir tout simplement ingérable. La question qui se pose maintenant, c'est simple. Face à ce triple piège, existe-t-il une issue et quelles leçons peut-on en tirer pour l'avenir ? Derrière la crise du jour se cache un changement d'époque irréversible. Pendant des décennies, on a cru que posséder d'énormes réserves stratégiques suffisait à garantir la sécurité énergétique. Mais ce modèle touche à sa fin, et il est essentiel d'en tirer les vraies leçons pour ne pas rester piégé dans un cycle d'impuissance. Le diagnostic est limpide. L'Occident, en voulant mener de front la transition écologique, les sanctions géopolitiques et la maîtrise des prix à court terme, a réduit ses investissements dans l'énergie fossile, sanctionné certains des plus gros producteurs mondiaux, puis utilisé ses propres réserves stratégiques comme levier politique. Mais à force de tirer sur cette corde, elle s'use. Les réserves fondent, et le marché mondial, lui, ne pardonne pas les illusions. On a longtemps pensé qu'un contrôle financier,
Le dollar, les marchés, les routes commerciales permettaient de tenir les rênes du marché pétrolier mondial. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Seuls ceux qui possèdent physiquement le pétrole dictent les règles du jeu. Regardez les producteurs du Moyen-Orient ou la Russie. Ils adaptent leur stratégie, investissent massivement dans l'après-pétrole, diversifient leur économie et engrangent des revenus records. Pendant ce temps, les économies importatrices épuisent peu à peu leur filet de sécurité, c'est-à-dire leurs réserves stratégiques. Ironiquement, chaque nouvelle tentative de stabilisation des prix par les réserves ne fait qu'accélérer l'érosion de leur pouvoir de négociation. Ce n'est pas un simple accident de parcours, c'est une trajectoire logique. 3 phénomènes s'additionnent: l'épuisement progressif des réserves, le manque d'investissement dans la production de pétrole et le fractionnement du marché mondial à cause des sanctions. Pris isolément, chacun de ces éléments serait déjà préoccupant. Mais ensemble, ils forment une tempête parfaite qui fragilise les économies occidentales bien plus profondément qu'on ne veut l'admettre. Et ce qui est peut-être le plus dangereux, c'est de croire que le cycle pourra se répéter indéfiniment. Mais que fera-t-on le jour où il n'y aura plus rien à puiser? Ce n'est pas une menace abstraite, c'est une réalité arithmétique, inscrite dans la vitesse à laquelle les réserves fondent. Et pour les consommateurs, cela se traduira par une plus grande volatilité des prix, une exposition accrue aux chocs externes et une souveraineté énergétique sérieusement mise à mal. Car quand la protection s'épuise, c'est la vulnérabilité économique, politique, sociale qui prend le relais. En résumé, l'usage croissant et inefficace des réserves stratégiques n'est pas une solution, mais un révélateur. Il annonce l'entrée dans une nouvelle ère où l'Occident ne contrôle plus vraiment les leviers du jeu énergétique mondial. Reste maintenant une question cruciale avant de conclure. Existe-t-il une sortie possible à ce piège? Combien de fois encore peut-on ouvrir le coffre avant qu'il ne soit définitivement vide? C'est la question qui dérange, celle qu'on préfère éviter. Pourtant, à chaque nouvelle crise, on puise un peu plus dans ses réserves stratégiques, avec à chaque fois un effet qui s'estompe, un risque qui grandit et une marge de manœuvre qui disparaît. On ne parle plus d'un simple outil de stabilisation des prix. On est en train de dilapider le dernier filet de sécurité construit après les chocs pétroliers des années 70. Les réserves fondent, la production mondiale ne suit pas, et une part du marché reste fermée par des sanctions. Que fera-t-on lors du prochain choc, quand le stock sera vide et que le marché exigera une réponse? Peut-on vraiment continuer à croire qu'on réglera la crise d'après avec les solutions d'hier? Parce que sans réserve, chaque nouvelle perturbation sera un saut dans l'inconnu. Plus de coussins pour amortir le choc, plus de jokers à sortir à la dernière minute. Le pétrole ne se remplace pas en quelques jours, et les décisions prises aujourd'hui enferment nos économies dans une vulnérabilité croissante. La sécurité énergétique, le coût de la vie, la souveraineté même de nos pays sont en jeu. Ce n'est pas seulement une question de gestion technique, c'est un changement d'époque. Le marché mondial s'est durci. Ce sont désormais ceux qui ont le pétrole et les moyens de le produire qui écrivent les règles. Et nous, que ferons-nous quand la prochaine crise viendra et que le coffre sera vide?